Bien. Donc, Giancarlo Rota. Giancarlo a réussi l'exercice difficile et périlleux de concilier travail mathématique et travail philosophique. Un exercice qui est réservé, en tout cas à un certain niveau d'accomplissement, à quelques grandes figures des mathématiques du XXe siècle. Donc on peut citer Poincaré, Gödel et surtout Hermann Weyl, dont Rota est très proche par de nombreux aspects, à commencer par leur intérêt commun pour la phénoménologie husserlienne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ouverture, j'ai essayé de structurer cet exposé vraiment autour de cette idée de conciliation, de communion possible entre travail mathématique et travail philosophique, et autour d'un exemple mathématique précis, de manière à faire ce qu'on fait au fond assez rarement, c'est-à-dire illustrer le travail philosophique sur des contenus mathématiques concrets. Essayer de partir de ces contenus mathématiques concrets pour élaborer à partir de là un discours philosophique. Donc, alors il y a une petite provocation dans le titre, j'ai parlé des algèbres de Baxter, et en fait aujourd'hui on parle plus souvent des algèbres de Rota-Baxter, justement parce que Rota a apporté une contribution décisive au sujet, dont je parlerai plus longuement, mais bon, voilà. Parler d'algèbre de Baxter dans la mesure où l'œuvre de Rota s'est fondée au départ sur le travail de Baxter, et j'essaierai de mettre en perspective justement ce que Rota a apporté au sujet, essayer de faire comprendre ce que sa façon de travailler mathématique sur un exemple précis, sur un certain type de structure algébrique, ce que ce travail a permis de prouver, d'avancées qu'il a permis d'obtenir. Et j'essaierai de vous montrer aussi que la méthode même employée par Rota est à quelque chose d'intrinsèquement spéculatif, sinon philosophique, au sens où dans sa démarche même, comme il explique lui-même, il y a une volonté presque métathéorique de faire avancer une théorie qui existait déjà, mais selon des principes un petit peu organiques, donc qui vont au-delà de la technique mathématique habituelle. Donc, essayer de montrer, ça sera le but de l'exposé, essayer de montrer comment on peut déployer et faire opérer tout un ensemble de techniques philosophiques bien identifiées sur des contenus mathématiques précis. Et donc j'essaierai aussi à partir de là de montrer pourquoi les choix philosophiques de Rota, au fond, étaient assez naturels lorsqu'on les rapporte à sa façon de faire les mathématiques. Et lorsqu'on les rapporte aussi au type d'objet mathématique auquel il s'intéressait. Bon, sans aller jusqu'à soutenir qu'il existe autant de philosophie des mathématiques que de types de pratiques ou de domaines mathématiques, il me semble que malgré tout, toute une variété d'intérêts philosophiques est possible lorsqu'on s'intéresse aux mathématiques, et le choix par un mathématicien de tel ou tel domaine d'objet, de tel ou tel domaine de recherche, que ce soit la combinatoire comme Rota, l'algèbre, l'arithmétique, l'analyse, le fait de s'intéresser à un certain domaine d'objets conditionne un petit peu, je crois, le type d'intérêt spéculatif qu'on peut avoir sur les mathématiques et le type de philosophie mathématique qu'on peut avoir envie de déployer. En sachant que ces différentes philosophies sont évidemment complémentaires, mais liées malgré tout structurellement, je crois, au type d'intuition qu'on déploie dans le travail mathématique en relation avec ces différentes classes d'objets. Dans le cas de Rota, donc, une des thèses que je vais essayer de défendre, c'est que justement son intérêt pour les structures combinatoires et algébriques une incitation naturelle, me semble-t-il, à aller en direction de la phénoménologie. Mais on pourra en discuter. Alors, je précise aussi que mon exposé est un petit peu partisan, au sens où je travaille en tant que mathématicien exactement sur le type de structure sur lesquelles Rota a travaillé. Donc je m'inscris complètement dans cette tradition algébrique et combinatoire qui était celle de Rota. Je profite un petit peu de cette position privilégiée pour, dans le cours de l'exposé,
aller sans doute peut-être un petit peu au-delà de ce que Rota lui-même a pu soutenir. Donc je vais avancer des thèses sur les rapports entre phénoménologie et mathématiques qui excèdent sans doute le contenu des textes écrits par Rota, en tout cas ceux dont j'ai connaissance. Mais je le fais en toute honnêteté intellectuelle, au sens où je pense que Rota serait probablement d'accord avec l'exposé que je vais faire et les choix théoriques que je ferai. Mais enfin, je préférais le dire de manière à préciser tout de suite que je vais exposer les théories que je vais avancer éventuellement sur les rapports entre phénoménologie et mathématiques ne relèvent pas tous de l'œuvre et des thèses défendues par Rota lui-même. Bien, cette clarification d'ensemble étant effectuée, l'exposé sera structuré en 3 parties. Donc je profite un petit peu du fait que je suis parmi les premiers conférenciers, après le bel exposé d'introduction qu'on a eu, pour peut-être préciser un certain nombre, ou revenir sur un certain nombre d'idées générales autour de la philosophie de Rota. Donc je vais essayer peut-être de donner quelques compléments sur quelques points auxquels Rota s'est intéressé, en sachant que d'autres, au cours de ces journées, en parleront mieux et plus longuement et plus spécifiquement que moi. Mais enfin, j'ai pensé que ça pouvait être utile de rappeler un certain nombre de moments structurants de la pensée philosophique de Rota avant d'en venir donc à ce qui sera prioritaire de l'exposé, à savoir les rapports entre phénoménologie et mathématiques sur l'exemple des Baxter. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème avec les micros, non? Même pour moi, c'est désagréable, donc je pense que pour vous, ça doit être très pénible. Ouais. Je pourrais peut-être parler sans micro, tout simplement. J'ai pas de solution miracle. J'essaie de bouger le moins possible la tête et de rester dans l'axe, mais je vois que ça marche pas très bien. Bon, vous m'arrêtez si ça devient. Donc, je commencerai par parler de la philosophie de Rota, donc à travers les quelques textes publiés qui malheureusement sont en nombre limité. Donc, on peut seulement spéculer sur un certain nombre de points et essayer de prolonger sa pensée et ses thèses. Au moins lorsqu'on a un certain bagage phénoménologique et combinatoire, il me semble qu'assez souvent on voit où Rota voulait en venir et le type de thèse qu'il aurait défendu peut-être plus extensivement s'il avait écrit des traités philosophiques plus développés et plus structurés. Donc je parlerai dans un premier temps des points forts de la philosophie de Rota, sa philosophie des mathématiques. Je dirai ensuite quelques mots de sa conception générale des mathématiques et de ce qu'il a apporté aux mathématiques, de manière à essayer de singulariser encore un peu plus sa personnalité scientifique. Et puis dans un troisième temps, donc, je développerai quelques idées autour des algèbres de Rota-Baxter, en essayant d'articuler les problèmes philosophiques auxquels il s'intéressait, donc dans un souci de fidélité aux intérêts théoriques, donc d'articuler ces intérêts philosophiques aux mathématiques auxquelles lui-même s'est intéressé et aux contributions qu'il a apportées sur ce domaine des algèbres de Baxter ou Rota-Baxter. Rota philosophe d'abord. Donc je vais suivre dans cette partie l'analyse de Albino Lanciani qui reparlera de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise que je vais le faire de certains points, en particulier de l'idée de Fundirung. Je vais suivre son analyse dans la thèse selon laquelle, au fond, il y a 3 grands axes autour desquels s'est développée la philosophie mathématique de Rota. L'idée de Fundirung, les rapports très durs et polémiques qu'il a pu avoir avec la philosophie analytique et plus généralement avec le problème, disons, plus général des relations entre logique et mathématiques, en particulier du point de vue des questions de fondement.
Et enfin, troisième point, qui est peut-être le point le structurant, qui conditionne tout le reste, la question des rapports entre la phénoménologie de tradition husserlienne et les mathématiques. Alors je laisserai en grande partie de côté la question du rapport avec la logique et la philosophie analytique. J'en dirai simplement quelques mots pour illustrer ce qui, je pense, est une constatation que beaucoup de mathématiciens feraient, à savoir que la philosophie analytique, de par son insistance sur le langage et la logique, est peu à même de parler de contenu mathématique concret. Donc lorsqu'on s'intéresse aux mathématiques du point de vue du mathématicien, du point de vue du déploiement du sens dans le travail mathématique, au fond, la philosophie de tradition analytique a peu de choses à apporter. C'est la thèse que Rota défendait assez violemment, et je dois dire que j'y souscris moi-même assez. Et bon, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec ces orientations-là, mais c'est une thèse que je partage avec Rota, au sens où, dans mon expérience de la philosophie analytique, il y a peu de choses peu de contenu, peu de matériaux qui permettent vraiment d'entrer en contact avec le vrai travail mathématique, celui qui s'opère sur les objets, celui qui s'opère dans les démonstrations, dans l'écriture ou dans la lecture. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Rota a pu être justement aussi violent à l'égard de cette tradition, c'est parce qu'il lui semblait que le discours qu'elle véhiculait trahissait d'une certaine manière son expérience vécue des mathématiques, du sens mathématique et justement du déploiement de la manifestation du sens qui s'opère dans le travail quotidien, dans l'enseignement, dans la lecture. Alors, premier point, la notion de Fundirung, elle est intéressante à plusieurs titres pour le propos de cet exposé. Donc, le professeur Lanchan en développera après moi les implications philosophiques. Je vais me restreindre ici à un aspect particulier, un aspect très précis de l'analyse qu'en fait Rota. La notion de Fundirung, de façon générale, est prise chez Husserl, et qui, elle n'est pas, bon, dans les recherches logiques, elle n'est pas très précise. C'est pas le Husserl de la phénoménologie transcendantale, c'est pas le Husserl mûr, disons. J'ai relu avant de venir ici la partie des recherches logiques où Husserl s'intéresse à ces problèmes. On sent bien que c'est encore dans sa pensée une phase de constitution. Et il y a de mon point de vue en tout cas, un certain manque de précision autour de cette notion de fondation, disons, de Fundirung, qu'on retrouve en partie chez Rota, qui l'a saisie, qui essaie de la travailler au travers de différents exemples, mais la variété des exemples même qu'il donne fait bien voir qu'il y a un vrai problème d'identification, disons, de ce concept de Fundirung et de ses modalités de fonctionnement, mais qui, je pense, existait de toute façon déjà chez Husserl. Donc, de façon très schématique, qu'est-ce que c'est que ce problème de la fondation, de la Fundirung, dans le contexte particulier des mathématiques? Je pense qu'on peut le décrire comme le problème des rapports des idées avec les objets sous-jacents, de façon un peu floue, un peu vague, mais qui, on pourra en discuter, et je crois fidèle aux différents problèmes que Rota cherche à aborder à travers cette question. Donc les exemples qu'il donne, par exemple, sont celui du rapport du sens avec l'idéalité, avec le symbolisme, avec les symboles, le rapport des contenus mathématiques avec le support textuel des théories. Et il évoque, alors c'est sur ce point-là que je vais m'attarder, des problèmes plus classiques comme le problème du rapport entre les idées mathématiques et les objets, comme le problème se manifeste classiquement en géométrie. C'est un problème presque fondateur de la philosophie mathématique que le rapport des idéalités géométriques avec leur support intuitif. Et l'exemple que prend Rota, et ce n'est probablement pas un hasard, est l'exemple d'une certaine manière symptomatique de cette problématique-là, qui est développée de façon récurrente dans toute l'histoire de la philosophie, qui est le rapport entre le concept de triangle et le triangle tracé sur un tableau.
lorsque je pense un triangle, je pense nécessairement le concept de triangle au travers de sa représentation graphique, mais on sait bien que ce rapport du concept à l'objet intuitif qui sous-tend le travail que je peux faire sur l'objet géométrique triangle vu comme un objet idéal. Ce rapport est complexe et analyser sa structure est un problème très difficile et donc un problème récurrent. Donc le choix tactique de Rota de choisir à ce moment-là de son discours, le moment où vraiment il va essayer d'articuler le problème de la Fundirung aux mathématiques, le fait qu'à ce moment-là il choisisse l'exemple du triangle est probablement tout sauf gratuit. De façon corrélative à ce problème donc du rapport entre les idéalités et leur support intuitif, leur représentation. La saisie intuitive, disons que le mathématicien peut avoir en général des idéalités. Problème qui, je pense, s'exprime chez Rota dans cette idée de Fundirung. Ces problèmes-là ont pour corollaire ou corrélat une attitude vis-à-vis de la logique qui est très différente de l'attitude habituelle, où on voit les problèmes de fondation comme limités à des problèmes essentiellement de nature logique. Et là aussi, c'est un point clé, je pense, de la pensée de Rota, que le fait que le vécu mathématique, le fait qu'il ait l'expérience du déploiement du sens dans un rapport complexe aux objets, un rapport intuitif, mais avec l'idée que cette intuition elle-même est structurée, ce qui est un peu une des thèses fondatrices de la phénoménologie. La phénoménologie est construite au fond sur l'idée que notre rapport aux choses, que ce soit des choses de la vie quotidienne, comme le regard que je peux porter sur les glaces de ce palais, donc que ce soit le rapport qu'on peut avoir aux objets quotidiens ou aux objets théoriques, comme le triangle ou les concepts de l'algèbre abstraite, ces rapports-là, ces rapports intuitifs sont eux-mêmes structurés, et au fond, une des tâches de la philosophie est de réfléchir, pas forcément sur la structure des objets eux-mêmes, qui est intéressante, mais qui est quelque chose d'assez classique, mais de réfléchir sur la structure de notre rapport, en partie intuitif, aux objets, qui soient objets de la vie courante, comme c'est toute une des parties de la phénoménologie, disons, qui s'en est chargée, ou aux objets théoriques, et là c'est essentiellement Husserl, je crois, qui attaqué à ce chantier-là, et c'est ce Husserl-là que Rota reprend, et je pense en particulier qu'il serait très proche des textes de Husserl comme logique formelle, logique transcendantale, ces textes où justement Husserl essaie de construire une logique qui déborde de la logique classique et qui laisse entrevoir la possibilité de fonder les rapports des sciences aux théories pures de la pensée, quoi qu'on entende par là, sur une conception très étendue, très élargie de la logique. Et à ce moment-là serait compatible avec la pratique mathématique. Je cite brièvement Rota pour marquer quand même du saut de sa parole, ces différentes digressions autour des rapports entre philosophie et mathématiques. Donc c'est à propos du triangle. À strictement parler, on pourrait objecter qu'il n'est pas possible de voir des triangles, mais seulement des formes déterminées, des formes dessinées de manière imparfaite. Nous affirmons qu'une telle objection n'est pas valide. Ce que je vois normalement lorsque j'observe le dessin d'un triangle est, entre guillemets, le triangle lui-même. Je fais cette citation pour revenir encore une fois sur cette idée qui est vraiment structurante dans toute la phénoménologie, qui est cette idée que le problème clé, au fond, de la théorie de la connaissance est le problème du rapport entre les idéalités ou les concepts, enfin peu importe comment on les appelle, et la manière dont ces concepts sont présentés dans l'intuition, c'est-à-dire associés à des contenus de conscience, des représentations concrètes. Et
corrélativement, donc, il y a cette idée que c'est la structure de ce rapport-là qui doit servir de fondation à la compréhension de la pensée scientifique dans toute sa complexité, toute son étendue, au-delà des conceptions réductionnistes à combattre, souvent violemment. Alors, dernier point dans cette réflexion générale et un petit peu déstructurée autour de la Fundirong, donc des problèmes de rapport de fondation en mathématiques et en philosophie, l'interface des deux. Cette idée que notre intuition mathématique a des structures qui sont parallèles mais distinctes, des structures qui peuvent se manifester au niveau des objets eux-mêmes. Cette idée, je crois, est particulièrement prégnante et particulièrement évidente dans le domaine de la combinatoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Rota s'est sans doute porté aussi vite en direction de la phénoménologie husserlienne. Bon, là, c'est une thèse un petit peu conjecturale, mais que se passe-t-il lorsqu'on fait de la combinatoire? On manipule des objets discrets, donc des objets qui sont vraiment intuitionnables, ce qui n'est pas le cas de l'analyse, par exemple. Si vous faites de l'analyse sur des espaces fonctionnels, en utilisant différents schémas inductifs ou des majorations, des minorations, les contenus de pensée, disons, sont médiatisés par le symbolisme et par le calcul. Alors que lorsqu'on fait de la combinatoire, on travaille directement sur les objets eux-mêmes et on munit ces objets de structure. On étudie les rapports d'incidence complexes qui peuvent exister dans une catégorie d'objets donnés, par exemple lorsqu'on veut faire de l'énumération. L'intuition opère directement sur les objets eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est un point fort de la combinatoire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles dans les gens que je connais, il y en a beaucoup qui sont viscéralement attachés à ce mode de pensée-là et probablement n'auraient pas envie de faire d'autres types de mathématiques parce que l'expérience qu'ils ont des contenus a d'une certaine manière une certaine forme d'immédiateté qui n'est pas présente et qui ne se manifeste pas forcément dans des théories plus complexes. Et je crois donc qu'il y a structurellement un rapport très fort entre la phénoménologie descriptive des mathématiques telles que la pratique Husserl et la combinatoire, non pas au sens où elle serait exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire de la phénoménologie en dehors de la combinatoire, mais lorsqu'on veut faire de la phénoménologie, l'étude des structures discrètes est vraiment une étude qui s'y prête bien parce qu'on peut parler, on peut décrire la manière dont la conscience opère sur les objets, dont elle se saisit, par exemple, dans l'exemple classique de la mérologie, la théorie du tout et des parties, dont elle se saisit des ensembles pour en faire des unions, des intersections, tout ce type d'opération. Le contenu intuitif est là et on peut décrire le travail de la pensée sur les objets de façon vraiment immédiate. Ce qui est beaucoup plus difficile, je pense, pour d'autres types de théories mathématiques, où le symbolisme et le calcul jouent un rôle plus important. Et donc médiatisent d'une certaine manière le rapport aux objets. Le deuxième grand pan, j'ai déjà beaucoup parlé du rapport de Rota à la philosophie et son intérêt pour la phénoménologie de tradition husserlienne. Pour aller toujours dans le même sens, un point important qui est peut-être trop négligé dans l'exégèse husserlienne et du coup dans les analyses qu'on peut faire sur l'ancrage phénoménologique de la pensée de Rota, à l'histoire même de la constitution de la phénoménologie. Lorsqu'on lit le premier Husserl, le premier texte fondateur de la pensée husserlienne,
qui est pré-phénoménologique, c'est pas de la phénoménologie au sens technique, mais enfin il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, c'est la philosophie de l'arithmétique. Mais la philosophie de l'arithmétique, contrairement à ce qu'on peut penser lorsqu'on entend le titre, n'est pas une philosophie de l'arithmétique au sens la science arithmétique qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'arithmétique au sens de théorie des entiers naturels, théorie des nombres dans ce cas-là de plus élémentaire. Et que fait Husserl dans la philosophie de l'arithmétique? Il s'intéresse justement aux structures discrètes, aux ensembles et à la manière dont l'intuition va travailler sur les collections d'objets pour en abstraire la notion de nombre. Donc la proto-phénoménologie qui est celle du premier Husserl est en fait ancrée sur des descriptions très précises de l'intuition qu'on a des collections. Je crois qu'il appelle ça des collectivités. Enfin, je ne me rappelle plus du terme qui est utilisé dans la traduction English, mais il y a vraiment cette idée que dans la proto-phénoménologie qui se manifeste chez le jeune Husserl dans l'étude de la philosophie arithmétique, le type de description qui est à l'œuvre sont des descriptions qui essaient de comprendre la genèse des idées, des idéalités ou des concepts que sont les nombres à partir de notre expérience du fini, à partir de notre expérience des finis. Donc là aussi, je crois qu'il y a un lien fort qui se manifeste entre la pensée combinatoire, la pensée du discret, et la phénoménologie dans son mode de fonctionnement même. Si vous lisez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, si vous lisez la philosophie de l'arithmétique, c'est vraiment un très très beau travail. C'est, de mon point de vue, le seul travail, même si c'est pas encore fait dans le langage de la phénoménologie husserlienne ultérieure, c'est le seul texte où on voit un philosophe essayer de décrire vraiment dans le plus infime détail le rapport que le scientifique a aux objets de son intuition lorsqu'il essaie de constituer des schémas idéaux, lorsqu'il essaie de former des concepts comme ceux de nombre. Le détail même des analyses est quelque chose de très très séduisant. Et on comprend bien dans ce travail qu'a fait, à partir du travail de Husserl, que le même travail serait possible sur d'autres catégories d'objets plus complexes. J'avais même pensé à un moment structurer cet exposé de manière différente, c'est-à-dire essayer de refaire le travail que Husserl a fait pour la constitution de l'idée de nombre dans la philosophie de l'arithmétique, essayer de reproduire ce travail-là à partir d'un des objets centraux de l'œuvre husserlienne, qui est la notion d'ensemble partiellement ordonné, puisqu'une des contributions majeures de Rota aux mathématiques tient au développement qu'il a effectué dans la série d'articles, une des séries d'articles en tout cas qui l'ont rendu célèbre sur les fondations des théories combinatoires, sur ce qu'on appelle l'inversion de Möbius, qui est une approche combinatoire systématique à la structure des ensembles partiellement ordonnés. Et il serait possible, alors peut-être un petit peu fastidieux pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais il serait possible de faire un travail vraiment systématique sur ce type d'objet, de la même nature que celui que Husserl avait fait pour l'arithmétique. Si on voulait vraiment déployer le travail phénoménologique dans le plus grand détail au niveau des domaines d'objets, jusqu'au moment où on réussit à saisir le moment de constitution des idéalités. Le moment où on comprend comment, au fond, à partir d'un objet simple, un triangle, un cube, on voit naturellement se former la notion d'ensemble partiellement ordonné, et se mettre en place du même coup des schémas idéaux qui ensuite vont permettre d'en parler mathématiquement et de faire des mathématiques sur ce type. Bon, je vais essayer de ne pas trop transgresser la règle que André a énoncée au début de ces journées, celle du micro-siècle. Je vais sauter un petit peu les développements que j'avais prévu de faire sur Rota mathématicien pour en venir directement aux algèbres de Rota-Baxter. Vous dire en quelques mots donc à la fois ce qu'a fait Rota et comment aussi on peut, à partir de cet exemple précis, essayer d'articuler un travail philosophique avec le travail mathématique.
l'origine historique de la notion d'algèbre de Baxter, comme on les appelait dans les années 60, je pense, ou Dorota Baxter, comme on les appelle aujourd'hui, vient d'un problème relativement concret, qui est un problème de théorie des fluctuations. Donc c'est un problème de nature probabiliste. On s'intéresse à des suites de variables aléatoires, donc de valeurs aléatoires, alors avec des hypothèses techniques, il faut qu'elles soient indépendantes et identiquement distribuées. Donc on fait un premier tirage que je vais noter x1, et puis on va s'intéresser aux sommes partielles des différents tirages que je vais effectuer. Donc je vais tirer x2, on continue comme ça. La théorie des fluctuations va s'intéresser au maxima atteint par cette suite de variables aléatoires. Donc le maximum en 1, ça sera simplement x1, mais en 2, ça sera toujours x1. Donc on s'intéresse à la distribution des maxima, comme ça, de quantités aléatoires au cours du temps. Et le théorème clé qui a été obtenu par Spitzer, et d'une certaine manière l'origine de toute cette histoire, dit la chose suivante. Alors si je note Sn+, la partie positive d'une variable aléatoire, et aléatoire réelle, le théorème de Spitzer dit que la série génératrice des fonctions caractéristiques des maxima bon, peu importe les détails techniques, serait écrit de façon beaucoup plus simple en pratique. Ces quantités-là sont a priori assez difficiles à calculer, mais on peut calculer cette série génératrice comme l'exponentielle d'une somme. Fonctions caractéristiques de variables aléatoires beaucoup plus simples qui sont simplement les parties positives des sommes partielles. Donc on reconduit l'analyse d'une quantité qui est complexe et qu'on exprime sous forme de série génératrice à l'analyse de quantités qui sont beaucoup plus simples, qui sont simplement les sommes partielles d'une suite de variables aléatoires indépendantes, quelque chose qu'on manipule et qu'on calcule vraiment très facilement. Donc ça, c'est la première étape de cette théorie. Vous comprendrez pourquoi j'insiste un petit peu sur cette structuration historique du développement. Le théorème de Spitzer. Donc, la deuxième étape clé, le travail de Baxter, il s'est rendu compte qu'au fond, tous les développements qu'on pouvait faire dans cette partie-là de la théorie des fluctuations étaient reconductibles à l'existence d'un opérateur, qu'aujourd'hui on note plutôt R, qui est l'opérateur qui va associer à la fonction caractéristique d'une variable aléatoire la fonction caractéristique de sa partie positive. Il se trouve que cet opérateur, donc qui sous-tend d'une certaine manière tout ce calcul, bon, même si c'est peut-être pas évident écrit comme ça, cet opérateur satisfait une identité remarquable, dit sous forme algébrique, c'est écrit Rx, Ry, Rx, Ry, Y, moins XY. On appelle la relation de Rota-Baxter 2.1 ou 2.-1 sous les conventions, parce qu'on peut remplacer le moins 1 qui est ici par une valeur arbitraire. Donc, on a une première phase qui est une phase d'une certaine manière d'axiomatisation de la théorie. On a des phénomènes qui se produisent en théorie de fluctuation, en théorie des probabilités, et on est à même de reconduire ces résultats à une identité impliquant un certain opérateur, mais à une identité de nature algébrique qui permet donc d'analyser tout le problème, en particulier toutes les identités remarquables comme des identités algébriques. On peut, une fois qu'on est passé à ce point de vue, au point de vue de Baxter,
reproduire et reconsidérer toute la théorie telle qu'elle avait été élaborée de manière, d'un point de vue purement algébrique, en court-circuitant complètement le point de vue probabiliste qui était à l'origine. Que fait Rota? Rota arrive donc après Spitzer, après Baxter, et il va contribuer donc de façon décisive au processus de constitution de la théorie, mais à un moment déjà relativement avancé, puisque l'étape de théorisation, l'étape d'axiomatisation a déjà eu lieu. Donc on peut se dire, mais bon, une fois qu'une théorie est axiomatisée, d'une certaine manière, on a abouti à l'essence de la théorie. On a réussi à capturer l'essence des choses. Qu'est-ce qu'il reste à faire en tant que grande avancée théorique une fois qu'on a réussi à systématiser une théorie? Alors je vous lis ce que dit Rota en introduction du premier article, je crois qu'il a écrit sur le sujet. Les résultats spectaculaires obtenus au cours des 15 dernières années par Andersen, Baxter, Bodenblust, Foata, Kemperman, Spitzer, Takacs et d'autres, en théorie des fluctuations de somme de variables aléatoires indépendantes, ont graduellement conduit à réaliser que la nature du problème, aussi bien que sa méthode de solution, est algébrique et combinatoire. Donc c'est essentiellement ce que je viens d'expliquer schématiquement à travers ce passage de l'identité de Spitzer initiale à son axiomatisation, dans un certain sens, par Baxter. Mais Rota poursuit. Après que Baxter eut montré que la clé du problème réside dans la signification d'une certaine identité opératorielle, plusieurs preuves algébriques ont été obtenues. C'est l'objet du présent travail de pousser cette algébrisation à la limite. La nouvelle méthode est toutefois également utile pour deviner et prouver de nouvelles identités combinatoires. Donc on voit un schéma de pensée qui se met en œuvre et qui, je pense, est intéressant d'un point de vue méthodologique général en mathématiques. C'est-à-dire qu'on a, dans la constitution de la théorie des algèbres de Baxter, une phase qui est assez classique, la phase où on commence à prouver des résultats sur une théorie. On axiomatise, donc on réussit à capturer l'essence de la théorie d'un point de vue logique ou algébrique. Mais l'histoire n'est pas finie. C'est-à-dire, une fois qu'on a capturé les schémas d'axiomes qui sous-tendent la théorie, il reste du travail à faire. Et on peut essayer de pousser l'algébrisation à la limite. Alors, que veut dire pousser l'algébrisation à la limite? Rota va faire deux choses. Il va développer des outils combinatoires pour travailler sur les algèbres de Baxter. Parce que le fait d'avoir réussi à reconduire d'une certaine manière la théorie à une identité remarquable ne permet pas de faire des calculs, ne permet pas d'avancer. On a besoin d'outils lorsqu'on fait des mathématiques. On n'a pas seulement besoin de schémas d'axiomes, on a besoin de matériaux d'une certaine manière qui guident le travail, qui guident la pensée. Donc il y a un travail pas tellement de mise en forme, mais de mise en fonction des idées qui doivent être opérées. Et c'est ça que Rota appelle pousser l'algébrisation à la limite. C'est vraiment pousser la théorie jusqu'au moment où les schémas d'axiomes vont se déployer dans des constructions concrètes qui elles-mêmes vont pouvoir guider le travail ultérieur. Donc il y a deux phases dans son travail. Le développement d'outils combinatoires, d'une part, et une deuxième phase qui est aussi très intéressante, c'est une phase d'ancrage de la théorie dans l'histoire des mathématiques, puisqu'il va montrer que l'histoire, c'est peut-être un grand mot, mais dans la tradition mathématique et dans le corpus mathématique, peut-être le corpus serait mieux choisi que celui d'histoire. Rota va montrer que la théorie donc, des algèbres de Baxter est structurellement liée à ce qu'on appelle la théorie des fonctions symétriques, qui est une des théories mathématiques les plus vieilles et qui apparaît dans l'étude des déterminants des solutions d'équations polynomiales, enfin qui intervient un petit peu partout.
micro-siècle s'approche à grands pas. Donc je vais pas vous décrire en fait la manière dont Rota a fait ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'algèbre abstraite, le problème qui se pose une fois qu'on a abouti à cette présentation axiomatique qui sous-tend les formes de Spitzer, le problème qui se pose est de résoudre ce qu'on appelle le problème des mots, sur lequel Rota donc, a travaillé, et Pierre, qui est ici présent, a été l'autre grand contributeur à la solution du problème des mots pour les algèbres de Baxter. Mais Rota va donc résoudre le problème des mots pour les algèbres de Rota-Baxter, c'est-à-dire donner une présentation d'une base essentiellement de ce qu'on appelle l'algèbre de Rota-Baxter libre à un ou plusieurs générateurs. Lorsqu'on a une structure algébrique, on peut définir des algèbres libres pour cette structure. La connaissance de ces algèbres libres, d'une certaine manière, capture l'essence des propriétés structurelles de la théorie, en particulier permet de dériver toutes les identités fonctionnelles que cette théorie va vérifier. Et typiquement, la formule de Spitzer, justement, va pouvoir être déduite par Rota quasiment gratuitement de sa présentation de l'algèbre de Rota-Baxter libre à un générateur, à travers le lien qu'il va réussir à faire avec la théorie des fonctions symétriques. Donc je vais sauter sur cette partie technique, mais essayer d'insister plutôt sur ces corrélats philosophiques. Ce qu'on voit se mettre en œuvre dans ce schéma de pensée, dans ce type de travail sur l'exemple des algèbres de Baxter, c'est au fond une structuration des mathématiques où le problème des fondations, donc conçu comme problème de constitution du sens dans le travail mathématique, comment est-ce que le sens se déploie dans le travail mathématique en relation avec les objets, en relation avec les symboles, en relation avec les textes. Donc comment le sens se déploie-t-il, comment se constitue-t-il en mathématiques? On est vraiment avec les algèbres de Baxter, dans une configuration que je crois typique pour analyser ça. Au départ, on a la théorie des fluctuations, donc un problème de probabilité. Et pour la théorie, un domaine d'exemple où les relations de Baxter sont satisfaites. On peut voir ça aussi comme un domaine d'application de la théorie générale. Baxter. Et donc ces exemples, ces applications vont être liées à la structure axiomatique de la théorie, donc au travail de Baxter. Par un double mouvement. C'est un mouvement qui est bien compris traditionnellement par la logique. Donc, d'un côté, on a un travail d'axiomatisation. On a des phénomènes qu'on cherche à décrire mathématiquement, mais l'élaboration de la théorie va conduire à isoler d'une certaine manière des structures typiques qui vont être plus générales que celles qui étaient sous-jacentes au problème dont on était parti. Et puis, dans l'autre sens, on a la notion de modèle, la notion classique de modèle, et qui est ce simple fait que lorsqu'on a une théorie axiomatique générale, lorsqu'on va l'appliquer à un domaine particulier d'objets, on va avoir une réalisation de la théorie qui va en particulier permettre de créer du sens, de produire du sens en relation avec les schémas d'axiomes. Ça, c'est ce que j'appellerais la sémantique logique, disons. Alors, on renvoie ça à Tarski. Mais c'est une partie de la sémantique qui est relativement bien comprise et qui est toujours présente lorsqu'on essaie de parler des mathématiques. La façon la plus naturelle, d'une certaine manière, de lier les schémas d'axiomes à des objets intuitifs concrets et aussi d'aborder éventuellement le problème du sens des mathématiques lorsqu'on cherche
à comprendre leur efficacité. Maintenant, il y a d'autres phénomènes qui se produisent dans la théorie de Baxter et qu'on a vu à l'œuvre, et qui vont montrer que cette conception de la sémantique est au fond très limitée, puisqu'elle capture seulement une petite partie du fonctionnement de l'univers mathématique. La deuxième partie, c'est la partie propriété, équation fonctionnelle. Équation remarquable, donc du type des équations de Spitzer. La forme. Donc on a un deuxième champ mathématique qui s'ouvre, qui est celui au fond des propriétés typiques, du fonctionnement de la théorie. Une théorie, c'est quelque chose qui existe et qui est axiomatisable, qui a une structure logique. Mais ce qui est important de cette théorie pour le mathématicien, ce n'est pas tellement cette structure logique, ce n'est pas tellement les schémas d'axiomes, c'est plutôt les propriétés, le comportement que cette théorie va avoir. Donc j'appellerais ça la sémantique, disons phénoménologique, mais phénoménologique en un sens naïf, c'est-à-dire c'est la sémantique des phénomènes qui se produisent à l'intérieur de la théorie considérée. Donc le fait que certaines équations vont être satisfaites, propriétés remarquables vont se mettre en place. Et lorsqu'on travaille avec les algèbres de Baxter, ce point de vue-là est vraiment très important. Pourquoi? Parce que, bon, je peux le dire à titre personnel, c'est une expérience vécue. Lorsqu'on cherche à travailler avec les structures d'algèbre de Rotha-Baxter et des structures liées, c'est souvent difficile de reconnaître la présence de la structure dans un problème donné. Et en fait, la présence de la structure se manifeste souvent pas directement, pas à travers les schémas d'axiomes, pas parce qu'on a identifié dès le départ un opérateur qui va vérifier une certaine propriété. C'est plutôt les équations, le comportement de la théorie qui va être l'indice du fait que ce type de structure est présent. Donc on va détecter la présence de la structure axiomatique, non pas à travers les schémas d'axiomes, mais à travers le comportement typique de la théorie lorsqu'elle opère. Donc au niveau de la pensée mathématique, c'est vraiment quelque chose de très important et de fondateur. On reconnaît une théorie non pas par ses aspects logiques, mais par son comportement, par la vie de la théorie lorsqu'elle opère. Maintenant, il y a un troisième domaine qu'on voit aussi à l'œuvre sur cet exemple des algèbres de Baxter, qui est le problème des mots. Donc, le fait que on a isolé ces schémas d'axiomes, on a éventuellement des identités, des propriétés remarquables, mais au fond, ça ne suffit pas forcément, parce que ce que veut le mathématicien, c'est aussi avoir des outils de travail, des méthodes de travail. Et, mais on le voit bien sur cet exemple-là, le troisième moment structurant de la pensée mathématique, en tout cas sur cet exemple-là, l'exemple de la constitution historique des algèbres de Baxter, le troisième moment constitutif va être celui de la solution du problème des mots. Donc bon, je ne vais pas expliquer peut-être avec suffisamment de détails, mais la partie combinatoire de la théorie. Le fait d'avoir construit, c'est une autre façon de dire les choses encore, le fait d'avoir construit des objets typiques qui sont tels que lorsqu'on raisonne sur les objets typiques, eh bien le raisonnement va valoir universellement pour tous les objets qui appartiennent à ces classes, dans ce cas-là, dans ces classes d'algèbre, mais aux classes d'objets qui vont tomber sous les schémas d'axiomes de la théorie dont on est parti. Et c'est ce qu'on fait avec le triangle. Si vous repensez à l'exemple du triangle, mais là les choses sont beaucoup plus simples. Lorsqu'on raisonne avec le triangle abstrait, le raisonnement va être effectué sur un représentant emblématique qui est le triangle que je trace au tableau. Mais ce schéma qui vaut de façon relativement naïve pour la géométrie vaut aussi pour l'algèbre, mais de façon un peu plus complexe.
Parce que pour l'algèbre, la construction d'objets typiques qui vont être tels que lorsqu'on raisonne sur l'objet typique, automatiquement on sait que les résultats vont être vrais pour tous les objets qui relèvent de la théorie. La construction de ces objets typiques-là, elle demande elle-même un certain travail. Le fait de rendre intuitionnables des objets typiques est quelque chose qui ne va pas de soi, que donc Rota a effectué d'un certain point de vue et que Pierre a effectué en suivant une autre approche. Alors je comptais en dire deux mots, je vais peut-être les dire maintenant. Ce qui est intéressant aussi dans cette partie-là de la théorie, lorsqu'on compare aujourd'hui le travail qui avait été effectué par Rota de celui qui a été effectué par Pierre Cartier, c'est qu'on voit que tous deux, d'une certaine manière, résolvent le problème des mots, c'est-à-dire construisent, donnent une présentation de ce qu'on appelle l'algèbre de Rota-Baxter libre en plusieurs générateurs, mais comme ils suivent des chemins différents pour cette construction, le type de structures, de phénomènes typiques qui sont dégagés par les deux constructions sont suffisamment dissemblables pour donner lieu à des développements différents et être rattachés à des théories différentes. Donc là aussi, c'est un phénomène très intéressant historiquement, puisqu'on voit que la solution à peu près simultanée d'un même problème, qui a priori est un problème de nature combinatoire, lorsqu'on étudie son développement historique, son déploiement historique, on voit que ces deux solutions, qui a priori seraient logiquement équivalentes, en fait conduisent à des stratégies d'analyse, des stratégies de compréhension qui sont différentes, et du coup conduisent à des développements mathématiques ultérieurs qui vont dans des directions différentes. Donc c'est une autre façon de parler de cette complexité, de cette richesse du matériau mathématique qui fait que, bien entendu, l'aspect logique n'épuise pas du tout les choses. Ce qui est important, c'est tout un travail autour de la sémantique, autour du sens des constructions et de la production de sens qui s'opère à travers ces constructions. C'est vraiment, je crois, d'après ce que j'en comprends, ce que Rota avait justement à cœur. Donc j'appellerais cette phase-là la sémantique combinatoire. Et puis, je m'arrêterai ici, puisque j'ai largement dépassé mon micro-siècle. Il y a une dernière forme de sémantique que là aussi on voit à l'œuvre sur cet exemple. Je trouve assez remarquable, donc, l'émergence d'une théorie à partir de la théorie des fluctuations, qui est le lien avec l'histoire et le corpus mathématique. Qui s'opère dans le travail de Rota à travers la théorie des fonctions symétriques, mais qui pourrait s'opérer différemment, et qui crée une forme de sémantique, disons. Et qui est quelque chose aussi de très structurant dans le travail mathématique, puisque le fait de pouvoir rattacher des domaines d'objets, des théories à un corpus existant, évidemment modifie complètement la perception et la compréhension qu'on a de la théorie, à la fois d'un point de vue dynamique, puisqu'on va faire des mathématiques différemment si on sait qu'il existe des liens avec des théories constituées, à la fois d'un point de vue dynamique et puis simplement d'un point de vue statique, le fait de pouvoir rattacher la théorie à une culture, à des choses qu'on a acquises, à des significations qu'on maîtrise, change complètement le rapport qu'on a aux objets théoriques considérés. Voilà, bon, je vais peut-être arrêter là, je peux continuer si vous voulez à développer quelques points. J'avais prévu d'entrer un petit peu plus dans le détail de l'analyse phénoménologique sur les ordres de Baxter, mais je me suis un peu laissé porter, disons, par la problématique philosophique générale sous-jacente à la pensée de Rota. Mais je pense que ce schéma-là, en tout cas, qui est relativement honnête au sens où ça traduit quand même assez bien ce qui s'est opéré historiquement dans la constitution de la théorie de Baxter ou Rota-Baxter, qu'on peut complémenter donc en parlant du travail de Pierre Cartier aussi, qui donnerait encore un éclairage différent sur cette partie-là. Mais l'analyse de ce développement historique fait apparaître des phénomènes typiques de la pensée mathématique qui ont vraiment une portée philosophique
et qui permettent, je pense, de saisir un petit peu la complexité de cette notion de Fundirung, de fondation des mathématiques, fondation extralogique, fondation du travail mathématique sur des problématiques, sur des phénomènes de constitution de sens qui débordent largement les logiques et renvoient au problème général de la constitution du sens, qui est un problème général qui vaut évidemment pour toute la théorie de la connaissance, mais qui en mathématiques prend quand même des formes relativement particulières, qui sont intéressantes parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme d'universalité dans les phénomènes que j'ai décrits. Le fait justement, ce problème des objets typiques, un problème philosophique général qui est intéressant, qui peut prendre aussi des formes techniques dans de certains types d'approches mathématiques. Voilà, je vais donc m'arrêter ici.